J'aimerais vous parler des 4 dimensions anthropopsychiatriques dont il a déjà été question dans les séminaires précédents, je pense, mais en essayant surtout d'en dégager les enjeux cliniques concrets à l'aide de quelques situations. Donc mon souhait est de tenter de mettre en évidence toute leur dynamique intérieure, telle que Zondi et Scott à sa suite nous ont appris à les penser. Donc à mon avis, cette dynamique éclaire bien ce qui est en jeu humainement dans les manifestations psychopathologiques et nous aide encore et surtout à percevoir les ressources et potentialités que ces phénomènes psychopathologiques abritent, ressources qui peuvent devenir celles de notre clinique. Donc la première dimension, celle par laquelle, comme Scott aimait à le répéter, tout commence dans la vie comme en psychiatrie, est celle du contact et de l'ambiance. Donc, comment sommes-nous affectés d'être là? D'être là ici et maintenant, dans l'environnement présent, mais plus fondamentalement aussi d'être là dans l'existence. Comment nous mouvons-nous avec ce qui est là autour? Sommes-nous au diapason? Nous sentons-nous de la partie ou nous sentons-nous hors du coup, avec juste l'envie de nous en aller, d'ici ou plus radicalement de la vie? Donc la sphère du contact met en jeu toute la dynamique de l'ajustement premier, sensible et moteur avec ce qui se donne autour de nous. Et donc, comment prenons-nous part ou pas? Donc, c'est une dimension d'existence qui reste le plus souvent pré-réfléchie, et pourtant nous y sommes constamment. C'est, je dirais, notre respiration existentielle première. Mais comme la respiration, comme l'air que nous inhalons, ça passe assez largement inaperçu et pourtant ça nous dispose. Ça nous met dans un certain état. Ce ne sont pas encore des émotions, ce sont des états, je dirais, de communication pathique avec le monde et les autres alentours. Et ce sont en ce sens des états participatifs. Vous connaissez les fameux vers de Verlaine, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Là aussi, il s'agit d'états communicatifs peu conscientisés en principe, sauf chez les grands poètes, mais qui font la qualité de notre présence, ici, maintenant, dans un monde donné autour de nous. Je dirais que c'est le moment de notre plus grande dépendance, celui par lequel nous sommes des êtres immergés dans la matérialité, des êtres terrestres qui sommes affectés par la chaleur, le vent, les nourritures que nous ingérons, qui ne sommes pas dans le même état en plein midi et au beau milieu de la nuit noire, qui ne sommes pas non plus dans le même état chez nous, à la maison, dans les lieux familiers ou au loin, dans une région et une atmosphère qui nous sont étrangères. Donc ce sont des états d'humeur, pour autant que dans la lignée de la médecine hippocratique, nous ne sous-estimions pas leur nature participative. Donc, ces états d'humeur sont fluents, ils changent selon les heures, les saisons, les lieux, et ils changent bien sûr aussi de façon essentielle selon les ambiances intersubjectives. Mais en dépit de leur fluence et de leur dépendance au dehors, ces états déterminent comment nous nous portons, comme on dit, et donc quelles vont être nos possibilités. Je dirais que notre bien-portance personnelle s'appuie sur une portance suffisante du monde autour, ambiant et intersubjectif. J'ai cité Verlaine, j'aimerais citer maintenant un patient qui est, à mon avis, presque aussi doué que lui pour ce qui est de parler de ce nouage ou du possible décrochage entre le monde alentour et nous. Donc c'est un patient qui, à l'époque où je l'ai enregistré, a une trentaine d'années, qui est un ouvrier de chantier immigré en Suisse, mais qui a eu un accident de travail et qui s'est retrouvé après dans un arrêt de travail très prolongé avec des douleurs chroniques et une dépression persistante. Donc je le cite. Il y a des moments où s'il n'y avait pas d'enfant, je ne sais pas ce que je ferais. À la fin, il y avait toujours, chaque fois que je commençais à poser les questions, je disais, bon, pourquoi je suis là? Pourquoi ça? Pourquoi je ne suis pas quoi? Et puis tout d'un coup, pourquoi je suis là? J'ai l'impression des fois que je suis beaucoup plus âgé que je ne le suis. J'arrive même au point d'oublier mon âge.
Des fois, je ne vais même pas y penser, j'évite d'y penser, mais c'est difficile. Parce il y a des jours où vous savez plus quoi faire. Retourner à la maison, vous savez plus quoi faire. Puis quand on sort de la maison, moi ça m'arrive, je sors parce que je ne sais pas pourquoi je sors déjà. Je ne rencontre personne parce que des fois j'ai même pas envie de rencontrer. Je vais parce que je sais pas. Je sors, puis je rentre de nouveau. Pourquoi je suis sortie? Je ne sais pas. Pourquoi je suis rentrée? Je ne sais pas. C'est comme ça. Nous entendons là ce qui se passe lorsque l'accord se rompt, l'accordage entre soi et le monde autour, lorsque la communication se rompt et que le monde autour ne dit plus rien. Pourquoi je suis là? Dès lors qu'on se pose la question, je dirais qu'on est mal barré. Parce que ce n'est pas tellement une question à laquelle on peut répondre par un contenu sensé, ça doit se donner. Et lorsque ça ne se donne pas, il nous manque la base qui nous permet de nous lever, de nous bouger, de nous activer. Lorsque ça ne se donne plus, la vie elle-même est en danger et le risque suicidaire monte. Je cite un autre extrait d'entretien avec une femme, cette fois d'une quarantaine d'années, que j'appelle Carmen. Tous les noms, je les invente, hein. Donc elle aussi est immigrée en Suisse et en situation sociale très compliquée. Donc Carmen dit: c'est à ce moment-là que j'ai été licenciée. J'ai rompu avec moi les amis. Ce n'est pas des francophones, hein, mais je les cite comme ils parlent. Je me suis retrouvée au social parce que l'assurance accident ne voulait pas prendre en charge. L'assurance maladie non plus. Puis l'assurance chômage non plus. Vraiment rien du tout. Je dormais, je ne sortais plus, je ne donnais plus signe de vie, je baissais les stores. J'étais rentrée en Suisse et puis là, un assureur m'a sauvé la vie. C'est rare, on peut le citer aussi, hein. Il est venu vraiment frapper à la porte. Il a laissé des mots et puis un jour, il s'est pointé et j'ai ouvert ma porte. Il m'a dit qu'il fallait pas, qu'il fallait quand même, la thérapeute demande, c'est pas moi, hein, mais qu'il fallait tout, dit Carmen, que je me lève, que je fasse quelque chose parce que je pourrais pas rester comme ça. J'ai repris, j'ai repris la consultation. Vous savez que j'ai quand même pas consulté pendant 2 mois. Donc, Carmen nous dit quelque chose d'essentiel par rapport à cette dynamique du contact. Elle s'est sentie jetée, lâchée par la société, et d'être ainsi lâchée a touché directement à son dynamisme vital de base. Elle ne se lève plus, reste au lit, se coupe du monde, baisse les stores, ne mange plus. D'elle-même, elle n'arrive pas à changer cet état, qui, j'insiste, est un état participatif. Il faut que quelqu'un vienne à elle, l'interpelle en personne pour qu'elle reprenne le mouvement de la vie. Retenons au passage que ces patients gravement affectés au niveau basal et contactuel de l'existence, il ne suffit pas de les attendre dans notre cabinet ou de leur dire la porte est ouverte, on risque d'attendre longtemps. C'est à nous d'aller vers eux, d'aller les chercher et de leur témoigner que leur vie nous importe. Se sentir lâché ou entouré, comme on dit, se sentir jeté là ou porté, supporté, tel est l'enjeu du contact et des dits troubles de l'humeur. Se sentir lâché dans un monde qui n'a rien à faire de nous, délaissé me semble être l'épreuve nucléaire des troubles de l'humeur et des troubles qui sont en fait déjà des tentatives d'y remédier, l'hypomanie, l'hyperactivité et surtout encore les dépendances diverses par lesquelles le soi ou le sujet s'accroche à quelque chose, par exemple à une substance qui modifie un tant soit peu son mal d'être là, qui le fait se sentir un peu plus accordé, un peu moins hors du coup. Carmen, elle, que je citais juste avant, a été tout un temps dépendante à la prostitution. Je la cite, tout un temps, j'ai eu ce besoin impératif d'avoir quelqu'un à mes côtés, un homme notamment, parce que pour moi, ça c'était le salut, avoir un homme à mes côtés. Vous imaginez que ce salut n'allait pas sans maltraitance et humiliation répétées. Donc cette dimension du contact engage notre attachement premier au monde alentour, encore indivisiblement humain et matériel. Rappelons que nous sommes les vivants qui avons besoin d'être portés pendant des mois avant de pouvoir marcher. Nous sommes portés dans les bras, sur le dos, dans un berceau. Si nous avons de la chance, nous grandissons sous un toit, dans un foyer, dans des espaces aménagés pour nous protéger, qui deviennent, comme on dit, familiers.
c'est-à-dire qui apprivoise le monde à notre mesure. Notre identité est faite de ces espaces de ces enveloppes, en quelque sorte, qui nous ont protégés ou qui nous ont manqués, nous exposant au monde dans le dénuement. La façon dont nous sommes accueillis au monde, surtout dans les premiers âges de la vie, contribue à notre propre intégrité corporelle. Pour conclure cette première dimension, je citerai la parole d'un patient qui a justement souffert d'une toxicomanie sévère, quasi jusqu'à la mort pendant longtemps, avant de s'engager dans un long travail de reconstruction. Il explique comment les produits lui donnaient, je dirais, un substitut de contenance, presque un substitut d'espace autour, qu'il n'avait pas reçu en suffisant. Mais une contenance assurément pas très souple ni vivante, que lui nomme une armure. Je le cite. Je voulais juste revenir sur ces expériences où je me retrouvais au bar sans consommer. Pour moi, c'était totalement nouveau. C'est comme si je me retrouvais nue. On parlait de pouvoir petit à petit mettre plusieurs couches de peau. Je me sentais nue comparée aux produits qui me donnaient comme une armure. Renoncer aux produits le fait traverser une phase de vie où il se sent comme renvoyé à notre situation originaire à tous, en quelque sorte, à savoir propulsé nu dans un monde qui n'est pas forcément à notre mesure. Et tel est bien l'enjeu du contact, se sentir accueilli, abrité, porté dans un monde environnant, matériel et humain, ou se sentir jeté là dans un monde qui n'a rien à faire de nous, ce qui menace notre attachement à la vie même. J'ai parlé jusqu'ici de dépendance, d'appartenance, du rapport entre ce qui est encore un soi pré-personnel et le monde autour, donc de cette situation de base dont nous parlons souvent à la troisième personne impersonnelle. Comment ça va? Comment ça se passe? Ça marche? Oui, ça roule ou ça baigne ou encore ça craint. Donc, qui sont autant de tonalités d'ambiance. Si je passe maintenant à la deuxième dimension, je dirais qu'on change de registre personnel. Je ne fais plus partie. Je me positionne comme sujet qui agit sur ce qui se détache du monde autour pour devenir mon ou mes objets. Je me fabrique des habits, je construis une maison, je paye quelqu'un qui vient faire le ménage. Ici, ce n'est plus mon état qui importe, c'est mon intention. J'ai des intentions et des désirs portant sur les choses et les autres, et j'agis de façon à les réaliser. C'est toute la sphère pratique ou pragmatique qui nous permet d'être en prise sur le monde et d'acquérir un certain pouvoir. Ici, je dirais que le maître mot n'est plus la réceptivité ou l'appartenance, c'est plutôt la capacité et le pouvoir. C'est une dimension très importante aussi dans l'individuation. C'est par elle que nous devenons capables d'arriver à nos fins. Et nous savons combien peuvent être en difficulté ceux qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à se faire à manger tout seuls, à remplir leurs papiers administratifs, mais aussi à se positionner avec fermeté face à l'autre lorsqu'il se montre plus intrusif. Ici, je dirais le corps n'est plus tant mon corps porteur que mon organicité. Mon corps me rend capable d'avoir un pouvoir sur les choses et sur l'autre, me rend capable de m'organiser moi-même pour atteindre mes buts. Et mon propre corps devient ici aussi objet de mon attention, objet de soins ou de traitement. Donc deux directions de sens se dessinent, je dirais, voire d'intention, de désir, de prise sur l'objet, et d'autre part, mon corps comme étant lui-même objet de désir, d'attention, de soins. Si j'en reviens plus directement à Zondi, cette deuxième dimension, donc, est le foyer de deux directions de sens, des deux directions de sens sexuelles que sont le féminin et le masculin, pour autant qu'il soit clair, comme il est clair chez Zondi, que qui que nous soyons, nous avons tous à nous expliquer et à composer avec ces deux tonalités de l'humain que sont les dits féminin et masculin. En commentant le contact, j'ai parlé d'une prédonation de l'Umwelt, du monde autour, qui nous dispose et nous affecte. Ici, je dirais, c'est la prédonation du corps organique qui passe à l'avant-plan,
avec ses capacités, ses forces, ses failles, sa couleur et surtout sa sexuation. Avec cette particularité chez l'humain que la sexuation organique ne nous conditionne pas. Nous sommes, comme disait Nietzsche et comme aimait répéter Scott, les animaux non établis. Naître comme fille ou comme garçon ne nous épargne pas de nous expliquer notre vie durant avec cette humaine, féminine et masculine. Et ne nous épargne pas non plus de nous expliquer avec la double tendance pulsionnelle du vecteur sexuel que Zundert condense comme étant le besoin d'agressivité et le besoin de tendresse. Cette dimension sexuelle dans la vie ouvre tout l'espace de jeu de la découverte du corps propre, jeu d'exploration, de traitements multiples et variés. Nous pouvons modifier notre corps par l'habit, la coiffure, la parure, aujourd'hui aussi par des opérations diverses. Nous pouvons le soigner, le marquer, l'agresser aussi. Ce corps que nous traitons de diverses façons est à la fois nous-mêmes et il est autre. En particulier à la puberté, où il se permet de changer sans nous demander notre avis, nous confrontant à une altérité, à une étrangeté que nous retrouvons de façon plus aiguë encore dans la confrontation au corps de l'autre, et en particulier, comme on dit, de l'autre sexe. En clinique, cette deuxième dimension sexuelle nous renvoie à tout le champ de questionnements plus ou moins torturants autour de l'orientation du désir sexuel et autour de l'identité sexuelle. Qui nous sentons-nous être? Qui souhaitons-nous être? Comme homme, comme femme, comme autre encore. Mais chez Zundert, vous le savez, la pathologisation centrale de cette dimension sexuelle est le fonctionnement pervers. Or, je dirais qu'aussi bien la tendresse que l'agressivité peuvent être vecteurs de perversion. Une personne pédophile peut caresser très tendrement sa victime et lui porter atteinte non moins violemment qu'une personne en mode de fonctionnement sadique qui la blesse physiquement. C'est que le fonctionnement pervers se définit moins, peut-être, par l'agressivité que par la rupture du contact affectif avec l'autre, par la réduction de l'autre à l'état d'objet de mon intention, d'objet de ma mainmise, sans droit à la parole, sans droit à codéterminer la relation. Le fonctionnement pervers peut se retrouver dans les couples, on le pratique tous à certains moments, hein, peut se retrouver dans les couples, les familles, au travail, dans les guerres, partout où des personnes sont employées, comme on dit, dirigées, utilisées, elles sont aussi à risque d'être usées et abusées. Avec cette particularité que les personnes qui ont été victimes d'une prise de pouvoir destructrice et qui ont vécu une impuissance extrême, même sans coercition physique, peuvent rester comme coincées assez largement dans cette impuissance, avec cette sorte de croyance ou de perte de croyance, je ne suis capable de rien. Je vais vous citer une patiente que j'appelle Johanna, qui décrit bien ce vécu de passivation, même s'il s'agit d'une situation assez simple du quotidien. Voici comment elle décrit tout d'abord la souffrance qui l'a amenée en thérapie peu après la naissance de son enfant. Ce qui se passait à l'époque, je la cite, c'est que je ne retrouvais plus ma place au travail après une absence de 6 mois. J'avais l'impression de n'être plus bonne à rien. Et puis surtout, il y avait des tensions encore plus fortes depuis l'arrivée du bébé avec mon mari. Et moi, ça se manifestait aussi par des moments, c'était souvent le dimanche, où tout d'un coup, j'avais un monstre coup de blues. Et voilà. C'était très flou, c'était très très flou, mais je ne me sentais vraiment pas bien. Je pleurais souvent en cachette. Donc Johanna se sent hors du coup au travail et à la maison, ça c'est plutôt la dynamique contactuelle dépressive. Son désaccord avec son mari se manifeste non pas dans l'affrontement ou le conflit, mais comme elle dit, par des monstres coups de blues et des pleurs en cachette. Puis elle raconte un épisode où elle est en vacances avec son enfant qui tombe malade. On était partis en France, le papa, le bébé et moi. Je me souviendrai toujours de ce moment où le bébé pleurait, 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 peut-être toute la nuit. Et puis au bout d'un moment, moi, j'en pouvais plus. Je m'occupais du bébé et puis le papa m'a écartée en me disant:
Maintenant, toi, stop, ça suffit, tu ne t'occupes plus du bébé. Il faut que tu dormes, le bébé a besoin de toi aussi, il faut que tu dormes. Il ne m'avait pas enfermée dans la chambre en haut, mais j'étais dans la chambre en haut, la porte fermée, pour essayer de ne pas entendre les cris du bébé en bas. Et au fond de moi, je me suis dit, tant pis si je suis fatiguée. Mais j'avais eu une réaction tellement forte, vraiment, je l'avais senti dans mes tripes, quoi. Je m'étais mise dans... Maintenant, avec du recul, je me dis, pourquoi je ne suis pas intervenue? Mais je n'arrivais pas, je ne pouvais pas, je ne sais pas. La thérapeute demande. Osez suivre ce que vous sentiez? Johanna, oui, débarquer, dire stop, je prends le bébé contre moi. Je n'étais pas enfermée dans la chambre, mais je suis restée dans cette chambre. Je me suis mise presque à suffoquer, à me rouler par terre, à pleurer. Donc nous entendons la façon particulière dont Johanna prend corps, si j'ose dire. Elle ressent de façon intense, mais son corps est bridé dans son pouvoir d'action. Elle pleure, se roule par terre, mais ne peut pas ouvrir cette porte qui n'est pas fermée, ni reprendre son bébé dans les bras. En clinique, face à de telles situations de passivation, là de nouveau c'est un petit extrait du quotidien, mais c'est des fois bien plus radical, je dirais que nous avons à soutenir la reprise d'un minimum de capacité ou de croyance dans sa capacité. Et cela engage clairement une nouvelle façon de prendre corps. D'ailleurs, bien souvent, il ne suffit pas de le penser, il faut le jouer, le mettre en acte pour vraiment le réaliser. Personnellement, moi, je demande souvent aux patients, levez-moi, montrez-moi comment vous allez vous tenir face à cette personne qui vous fait peur ou qui vous a fait du mal. Comment vous allez le regarder, quels yeux vous allez faire, et puis quel geste vous allez faire. C'est quoi votre geste de résistance? Si je reviens à Johanna, il nous donne encore une indication qui nous permettra de passer à la dimension suivante. Donc je la cite. Je trouve ça d'autant plus terrible que si ça arrivait maintenant. J'ai l'expérience de tout ça, je sais ce que j'aurais à faire, je n'hésiterai pas. À l'époque, je savais ce que j'avais à faire, mais je ne me sentais pas légitimée à le faire, ou je ne sais pas. C'est comme s'il y avait une barrière invisible. C'est comme s'il y avait des chaînes invisibles, en fait, qui me retenaient. Johanna, donc, ne se sent pas légitimée, il y a une barrière invisible, comme un interdit. Et ceci, à mon avis, nous fait passer à la troisième dimension, dite éthique, qui est la dimension de la loi, des normes, des interdits, des tabous. Ce vecteur est aussi celui que Zondi nomme paroxysmal, donc celui qui intègre les affects, non plus les états, ni les intentions, mais les affects, c'est-à-dire les mouvements émotionnels chauds, voire brûlants, qui sont mobilisés par la rencontre de l'autre comme autre et qui touchent à cette polarité cruciale, violence ou, attention, sollicitude, guerre ou paix. Cela se joue dès la plus simple rencontre, dans le premier échange de regards où nous échangeons, où nous considérons l'autre ou le fuyons. Donc, par notre visage, nous saluons, nous sourions, mais nous pouvons aussi jeter le regard qui tue, c'est connu. Et donc une série de règles régissent notre face-à-face avec l'autre. Donc si je m'en tiens toujours à la situation simple de rencontre sensible, peut-on regarder dans les yeux ou doit-on baisser le regard? Doit-on voiler sa face? Donc c'est le champ des règles morales, donc qui sont bien sûr plus larges, qui départagent ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, ce qui est convenant et ce qui est inconvenant. Mais cette troisième dimension est aussi le champ des interdits, je dirais, inconditionnels, ceux qui sont constitutifs de notre maintien comme humain, les interdits du meurtre et de l'inceste, interdit de détruire l'autre et de s'approprier sexuellement des enfants en leur arrachant leur propre possibilité de faire histoire. Et ici aussi, je dirais, deux grandes directions de sens se confrontent et jouent ensemble. La première, que Zondi dit épileptoïde, tourne autour de la violence et de son interdit, et met en jeu les affects de colère, de rage, mais aussi en contre-force la culpabilité, le besoin impérieux de réparer et de faire la paix. La deuxième direction de sens, que Zondi rattache à l'hystérie, engage, elle, la problématique affective de la reconnaissance, le besoin d'être apprécié, reconnu dans sa dignité, mais aussi le besoin de se montrer sous un jour honorable,
quitte à cacher les aspects plus sombres de sa personne, ou en tout cas ceux qui nous font plus honte. On imagine aisément comment ces deux facteurs s'entrecroisent. C'est bien souvent lorsque nous nous sentons dépréciés, dévalorisés, voire humiliés, que nous risquons de devenir violents ou d'exploser. Et à l'inverse, notre besoin de préserver une bonne image sociale peut nous freiner dans notre impulsion à faire du mal à ceux qui nous mettent hors de nous. Pour illustrer ce vecteur éthico-paroxysmal, j'aimerais évoquer la situation d'une patiente que j'appellerai Chiara, qui a, elle, subi la transgression des deux grands interdits. Donc, elle a été victime d'inceste vers 5-6 ans et a vécu depuis toute petite sous la menace du meurtre. Donc, une menace de meurtre à tonalité plutôt perverse d'ailleurs, qui visait à prendre le contrôle sur elle en menaçant de tuer non pas elle-même, mais ceux qu'elle aimait. Donc, son père allait tuer sa mère si elle parlait, et lorsque des militaires l'ont violée sous la dictature dans laquelle elle a grandi, ils ont menacé de tuer toute sa famille si elle parlait. Donc, lorsqu'elle est invitée à décrire la souffrance qui l'a amenée en thérapie, Chiara, qui a à ce moment-là une cinquantaine d'années, commence par expliquer qu'elle a une peur horrible au fond d'elle-même. Et lorsqu'on lui demande de décrire cette terreur au niveau corporel notamment, elle explique: c'est une boule dans l'estomac et j'arrive pas à manger. Des fois, j'arrive pas à dormir non plus. C'est un mélange, vous savez. J'ai l'impression de passer d'un état de femme à une petite fille. Et quand je suis petite fille, c'est tout plus grand pour moi. C'est tout. Elle pleure. La thérapeute demande: tout est trop grand pour vous? Elle: oui, je pense que c'est ça que. Parce que je le sens que je change. Peut-être qu'avant je ne le voyais pas, mais maintenant je le remarque. On dirait qu'il y a un moment dans ma tête, ça fait pscht. Et la thérapeute demande: et ça change, vous n'êtes plus dans le même état? Je ne suis Non, je suis plus dans le même état et après, je dois me dire dans ma tête que je ne suis pas une petite fille, que je suis adulte, que je dois m'assumer malgré mes peurs et l'horreur que j'ai vue à l'intérieur de moi. Donc Chiara décrit comment elle replonge régulièrement dans un mode de présence d'enfant dépendant, vulnérable, exposé à un monde trop grand, où l'enfant ne peut survivre seul, sans adulte protecteur. Chiara, comme elle dit qu'elle doit s'assumer malgré l'horreur qu'elle a vue à l'intérieur d'elle-même. C'est étonnant qu'elle dise à l'intérieur de moi. Mais ça exprime sans doute bien l'ambiguïté de l'espace traumatique et le défi que représente la guérison. Car l'horreur, elle s'est initialement produite dans l'espace relationnel, au contact de l'autre, et en l'occurrence de son propre papa. Mais Chiara s'est quand même retrouvée seule, faisant l'expérience que son père, à ce moment-là, ne la voyait plus, ne l'entendait plus, ne percevait rien de sa souffrance, qui est le mode de fonctionnement pervers. Hein. Et dès ce moment, c'est à l'intérieur d'elle-même, gravé dans son corps et son âme, qu'elle porte l'horreur. Le travail de soin va viser à dénouer cette sorte d'incorporation de l'horreur et à en favoriser une intégration différente, éthiquement plus juste sur le plan des responsabilités et moins nocive pour sa propre santé. Je dois encore préciser qu'avant de consulter chez nous, Chiara avait déjà fait tout un travail thérapeutique de plusieurs années en travaillant ses traumatismes précoces. Mais à un moment, pour je ne sais quelle raison, son thérapeute a commencé à abuser d'elle sexuellement et là aussi à la menacer cette fois d'être hospitalisée à vie comme folle. Suite à ça, elle fait un épisode psychotique qui l'amène à l'hôpital. Et là, elle parle ou elle tente de parler de ce qui lui arrive avec son thérapeute, mais elle ne se fait pas entendre. Ses paroles sont interprétées comme pathologiques. La lettre de sortie de l'hôpital mentionne des relations sexuelles avec son thérapeute, mais cette lettre est envoyée au thérapeute même dont elle dénonce les actes. Donc sa parole est mutée en symptôme. Par la suite, elle interrompt tout traitement. Et dans les années qui suivent, elle tombe malade d'un cancer gynécologique. Heureusement, elle va en guérir,
mais elle continue à se sentir dysfonctionnelle et anormale. Voilà comment elle parle de son évolution. Parce que vous savez, quand j'ai sorti le problème de mon père avant, à mon passé, je pensais que l'histoire se finirait là et que je pourrais faire une vie normale. Mais comme était resté cet autre problème, donc les abus par le thérapeute précédent, j'arrivais pas à accepter ma vie, à faire une vie normale. C'est pour ça que je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Il y a quelque chose qui n'est pas normal parce que je réagis comme ça. Surtout d'une façon à me faire mal moi-même. Plutôt qu'aux autres, je me faisais mal à moi-même. Alors je lui demande, oui, plutôt qu'à ceux qui vous ont fait du mal, c'est ça? Je n'étais pas sûre de ce qu'elle voulait dire. Elle dit, oui, bon là, ça la fait rire. Elle dit, non, je pourrais pas. C'est pour ça qu'ils m'ont fait du mal. Je ne me suis pas défendue. Ce qui m'a aidé, c'est pouvoir parler avec vous et avoir trouvé vraiment ce qui me dérangeait dans ma vie. C'est vrai que quand j'ai trouvé, c'était immense parce que je voulais pas le voir. J'avais tellement besoin de sortir tous ces poisons de moi. Donc, on entend que face au dernier événement traumatique qu'elle n'arrivait pas à classer, à intégrer dans son parcours de vie, qu'elle n'avait pas réussi à faire entendre à l'hôpital, Chiara réagit d'abord en essayant d'oublier, mais en même temps, elle prend sur elle. Elle se vit comme coupable de ne pas avoir été capable de se défendre. C'est pour ça qu'ils m'ont fait du mal, dit-elle, je ne me suis pas défendue. Cette inversion de responsabilité contribue à sa maladie même. Elle prend le mal et le non juste sur elle. Elle ne dénonce pas, elle protège plus en tout cas, elle protège l'autre, l'autorité médicale qui fait norme, et devient elle-même malade de différentes façons. C'est elle qui est pathologique, qui est porteuse de poison. Et c'est là qu'il importe, à mon sens, de chercher à rendre raison au double sens du terme, à comprendre, ou du moins à éclairer les bonnes raisons que le patient a eues de développer les symptômes qu'il a développés. Et ce faisant, de dissiper autant que possible l'atmosphère de folie ou de déraison qui les entoure, ces symptômes, que le patient ressent, mais qui lui est bien souvent aussi collé à la peau. Il s'agit alors de lire les symptômes quasi comme des cryptogrammes, en cherchant à retrouver le contexte où ils ont été conçus, le contexte intersubjectif, où s'est formé le mal au double sens d'injustice vécue et de maladie. Il s'agit de remettre en discussion sur le plan éthique l'histoire de vie de la personne et la façon dont elle se l'est appropriée. La dimension éthique des échanges se répercute en effet de façon directe et élémentaire sur la vie des personnes. Le fonctionnement tant corporel que psychique est hautement sensible à la dimension du juste et de l'injuste, avec ses affects paroxysmaux correspondants, terreur, honte, colère, culpabilité. Pour introduire à la quatrième dimension, je vais refaire encore le lien avec Chiara et avec un épisode qu'elle nous raconte, et en l'occurrence, justement, le moment où elle a glissé dans un épisode psychotique bref, avec délire, et puis le moment où elle en est sortie. Commençons par ce qui l'a fait glisser dans le délire. Donc lorsque son thérapeute a commencé à abuser d'elle, la replongeant dans la spirale d'horreur qui ont émaillé sa vie, Chiara est confrontée à une expérience insoutenable. Comme elle dit, j'avais plus personne vers qui me tourner. Et à cette époque de crise importante, elle rencontre la fille d'une amie, une enfant qui aurait été elle aussi abusée. Chiara trouve que la fillette a une tête de fantôme qui fait résonner ses propres traumatismes d'enfant. Là, on commence à glisser dans l'atmosphère prédélirante. Elle fume du cannabis pour se calmer et puis, soudain, elle déconnecte. Donc c'est elle-même qui dit ça dans l'après-coup. Elle dit « Je devais faire quelque chose pour me sauver, j'ai déconnecté ». Et elle commence à errer dans la ville. Et là, elle aperçoit un vieil homme dans un jardin avec un visage inquiétant d'où sortent des vers et qui lui apparaît être son père. Elle fait irruption dans le jardin, elle secoue cet homme, le menace en exigeant qu'il dise la vérité. Des voisins entendent ces cris, entendent qu'il y a la bagarre et ils appellent la police.
Chiara, lorsqu'elle entend les sirènes, s'enfuit et tente de se cacher. Et puis elle revient et elle a l'idée, assez originale, je dois dire, de se réfugier dans une voiture de police. La police est en train de la chercher, elle va se mettre dans leur voiture qui est vide et elle s'enferme en criant qu'elle veut justice. Donc moment à nouveau paroxysmal. Donc la police, et bien sûr, l'attrape et la conduit devant une juge qui, par chance, aura justement une intuition juste de sa situation, à la fois psychique et sociale. Donc la juge la gronde pour les actes illicites qu'elle a commis, mais elle s'engage aussi à ce qu'elle soit traitée correctement en Suisse. Et donc elle lui explique comment régulariser sa situation de clandestine et confirme son besoin et son bon droit à être soignée, à avoir enfin, tout ce qu'il faut pour pouvoir bénéficier de soins. Et dans le cours de cette audition, Chiara reconnecte, comme elle le dira plus tard, et nourrira une reconnaissance à vie pour cette juge qui lui a permis de reprendre pied dans une réalité qui, à ce moment-là, dans l'audition, redevient un tant soit peu fiable. Elle ne délirera plus dans la suite, mais raconte qu'une seule fois encore, elle a été confrontée, lors d'un moment aussi insoutenable, à un moment où elle a été comme placée devant un choix, déconnecter ou rester dans la réalité. Puis à ce moment-là, elle serait restée dans la réalité, puis cette possibilité ne lui serait plus apparue dans la suite. Ce qui émerge là dans cette quatrième dimension, c'est d'une part l'entrée en jeu de notre étrange sens de la réalité. Étrange parce qu'il bénéficie, je dirais, d'une certaine marge de liberté et de créativité. Donc comme Chiara qui voit cet homme et puis en même temps il y a des vers qui sortent, enfin c'est un peu mixte. Et en même temps cet épisode décrit par Chiara nous met en présence de ce que Zondi appelle le soi qui choisit, qui prend position. Et qui, j'y insiste, n'est pas l'équivalent de la conscience. Le soi qui choisit, le fait ou qui prend position, le fait largement hors conscience. Donc c'est après coup que Chiara nous dit je devais faire quelque chose pour me sauver, j'ai déconnecté. Au moment où elle l'a fait par une improvisation de sa subjectivité. Donc cette quatrième dimension de l'être soi, qui est aussi, selon Zondi, le vecteur de la psychose, la schizophrénie en particulier, est celle où se décide l'articulation soi-autre, où se décide tout uniment le statut du réel et le positionnement du soi. Zondi décrit 4 grandes possibilités de prise de position dans cette dialectique, et donc 4 façons de départir ce qui devient mien ou ce qui devient ou reste autre. 4 façons aussi de répartir ce qu'il appelle la puissance d'être, je dirais plus volontiers l'agentivité entre soi et l'autre. La première possibilité, qu'il dit la plus primordiale pour le soi, est de projeter. C'est ce que fait Chiara dans sa phase de délire. Donc cette image si insoutenable de son père qu'elle porte dans son âme, tout à coup apparaît dans son monde. Son père est là. C'est cet homme-là tout près, dans le jardin d'à côté. C'est délirant. Et l'homme à qui elle s'en prend, en exigeant qu'il dise enfin la vérité, cet homme dans son jardin est dépouillé d'une assez large part de son altérité. Le délire rend peut-être un rien de pouvoir être à Chiara, au sens où son père est là, il peut aller s'expliquer avec lui. Mais cet autre n'est quand même que le fantôme de son père. Il est une émanation de son âme à elle. Dans la forme d'existence projective, en règle générale, l'autre apparaît plus puissant que le soi, et souvent tout puissant. Et le soi n'est guère plus que la tâche aveugle de la présence. La règle de cette forme d'existence, en tout cas sous son accentuation pathologique, pourrait être c'est l'autre qui décide de ce qui advient. C'est l'autre qui est auteur de mon histoire. La deuxième possibilité pour le soi, d'après Zondi, est d'incorporer ou d'introjeter. C'est ce que nous avons vu aussi à l'œuvre chez Chiara lorsqu'elle disait « Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Il y a quelque chose qui n'est pas normal parce que je réagis comme ça. Surtout d'une façon à me faire du mal à moi-même. » Dans l'introjection, nous cherchons à répondre au drame de l'explication soit autre en réduisant l'intrigue à la dimension de nous-mêmes et de notre corps.
Face à l'impasse où Chiara est, elle n'a pas pu se faire entendre à l'hôpital lorsqu'elle a parlé des abus de son thérapeute, elle met le problème en elle, comme l'a fait l'hôpital au demeurant. Elle se scarifie, se drogue, fait un cancer aussi. Je dirais qu'avec l'introjection, l'histoire est un peu plus simple parce que l'autre, le problème avec lui, est à présent en nous. Mais ça risque bien d'être une histoire figée et une intrigue sans issue. La troisième voie, dans la tâche du soi de s'expliquer avec l'autre, pourrait être de refouler ou nier. Je nie en moi la part de mes émotions internes qui me paraissent non assumables. Par exemple, mon penchant à la violence ou mon besoin de tendresse. Et je nie aussi souvent et rejette aussi en dehors de moi tout ce qui pourrait faire réapparaître ces émotions. Je rejette et condamne moralement ceux qui affichent leur tendresse ou ceux qui cèdent à la violence. Ce sont des monstres. C'est pratique. Mais nous savons bien que ce qui est nié n'est pas annihilé et fait retour de différentes façons, et souvent de façon sous la forme inquiétante du non-moi, ou du monstre, justement. Je me rappelle d'une dame qui souffrait d'une paralysie fonctionnelle du bras droit, mais qui présentait quand même des épisodes où son bras avait des mouvements involontaires qui lui faisaient taper le mur ou la porte. Elle avait pu me dire en cours de suivi, de façon touchante, que si elle avait plus le bras paralysé, elle pourrait craindre de taper sa fille adolescente qui quelquefois l'énervait au-delà de toute mesure. Et c'est comme si, par sa paralysie du bras, elle avait à la fois refusé et incorporé sa tendance violente explosive. La quatrième et dernière grande possibilité pour le soi de prendre position, selon Zondi, consiste à prendre conscience et à intégrer, à rendre conscientes les diverses motions pulsionnelles qui nous habitent et à en assumer la responsabilité. C'est ce que fait Chiara lorsqu'elle prend conscience de son choix de déconnecter ou pas, de rester dans la réalité partagée, où il s'agit de s'expliquer avec des êtres réels qui ont leur propre pouvoir de réponse, ou de glisser dans cette dimension transréelle du délire, dont elle devient alors le seul démiurge. Mais j'y insiste, le soi qui prend position ainsi de diverses façons n'est pas une monade isolée et impériale. C'est le même soi qui est affecté par son monde ambiant, qui tente d'être en prise sur la réalité tout en faisant avec le corps sexué qui lui est échu. Ce même soi qui est en dialogue avec l'autre, comme Chiara avec la juge. L'émergence d'une liberté de choix, selon Zondi, n'est jamais dissociable de toute cette facticité. Et c'est bien ce qui fait la dynamique même du destin humain. Nous portons tous la marque, si je reprends la polarité de Zondi, d'un destin contrainte, formé de tout ce dont nous sommes faits sans l'avoir choisi. Et la pulsion en nous du jeu auteur, du jeu qui prend position, est ce qui nous permet de nous dégager un tant soit peu de ce destin contrainte pour cheminer vers un destin liberté. C'est la polarité que Zondi nous propose. Mais de cheminer, pas de nous envoler vers un destin liberté. Et donc en clinique, nous avons à veiller à ce que s'ouvre pour chacun de nos patients cet espace de liberté qui permette de se sentir au moins un tant soit peu auteur et non victime de son destin, et qui permette de choisir une place, un rien réjouissante dans ce monde où nous sommes tout d'abord tombés sans l'avoir choisi. Ça me semble d'autant plus important si nos patients sont parents, car pour pouvoir assumer véritablement la responsabilité d'autres, et notamment des enfants dont nous avons la charge, nous avons intérêt à déjà nous sentir un minimum responsables de nous-mêmes et aptes à mener, non seulement à subir notre vie. Et je conclurai avec un dernier extrait clinique en redonnant la parole à Juan, donc ce patient du tout début, celui qui avait souffert de toxicomanie. Et c'est un extrait où il parle de son rapport à ses enfants. Donc la thérapeute, qui n'est pas moi, lui dit « Vous êtes devenu papa d'un petit garçon et quelque temps avant d'une petite fille. Ça a eu pour effet tout un travail de reprise de votre histoire. » Je lui en dis « Oui, oui, oui. Ils ont été des catalyseurs aussi. Je me suis énormément
Puis là, l'émotion le prend et il pleure. Je me suis beaucoup questionnée au début, car je ne savais pas quel papa j'allais pouvoir être. Et je me suis beaucoup découvert aussi dans ce rôle que j'affectionne vraiment, qui m'a beaucoup apporté, et dans lequel je me suis beaucoup investie, et toujours aujourd'hui, parce que je me soigne aussi. Et j'essaye justement de faire attention à ce que je peux transmettre, parce que les enfants sentent bien plus que ce qu'on peut nous-mêmes déjà comprendre. Donc je m'interroge aussi là-dessus. Et en même temps, je me suis découvert un papa plus qu'aimant, un papa bienveillant. Nous entendons dans ces paroles l'affleurement du destin contrainte, avec l'histoire de toxicomane qu'il a. Comment prétendre à quoi que ce soit? Je me suis beaucoup questionnée, car je ne savais pas quel papa j'allais pouvoir être. Mais se questionner, c'est précisément déjà aussi ouvrir un espace de liberté, avec toute l'humble lucidité sur le fait que nous ne sommes pas tout-puissants. Il y a une donne destinale qui a fait de nous qui nous sommes, avec toutes nos limites, mais cette donne destinale peut aussi être généreuse. Juan nous dit, je me suis découvert un papa plus qu'aimant. Le rapport soit autre. Ici, le lien de Juan à ses enfants est un lien aimant participatif qui soutient son agentivité, sa responsabilité pour lui-même et pour les autres. Et c'est notamment ce mouvement, me semble-t-il, que nous sommes éminemment appelés à soutenir en thérapie. Merci beaucoup. Merci Michel. Ouais, les exemples sont magnifiques. Ça vient éclairer les aspects théoriques de manière très, très vivante. Ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé, beaucoup touché. Et ça me conforte dans mon idée que vraiment, ces quatre façons de penser les choses à partir de Zondi puis de Scott disent quelque chose de l'humain et de façon anthropologique pour le coup. On peut en parler avec les patients d'ailleurs, hein. Oui, Il faut trouver les mots, mais c'est pas trop compliqué quand même d'en discuter ensemble, je trouve. Mhm. j'ai une première question qui est tout à Hmm. fait anecdotique par rapport à tout ce que tu as déployé là et qu'il faut un peu décanter. Euh, Par rapport à Bozarmani Nudge, parce que tu parles quand même d'injustice dans la vecteur éthique, dimension éthique, c'est un auteur que tu connais et tu fais des liens avec, Oui, oui. avec Scott Zondi et Nudge, c'est ça? Ah oui, 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 clairement. Pour ce qui est de cette dimension éthique, et en particulier au niveau de la thérapie, il est absolument riche et important, hein. Il nous donne peut-être plus que Zondi dans la pratique des façons d'agir avec les familles et de, de, de travailler la justice des échanges avec les familles. Là, c'est tout à fait, pour moi, un maître. Mhm. Ok, parce que j'entendais ça en arrière-plan, et comme je ne Oui, savais pas si dans ton travail tu l'avais croisé ou pas, ok, bah, merci pour j'ai ça. entendu une fois, mais je l'ai lu et je le lis. Enfin, pour moi, c'est vraiment un auteur important pour cette dimension éthique. C'est le plus important au niveau vraiment de comment travailler ça dans la Voilà. clinique. Mhm. Ok. Euh, Après, j'étais aussi très intéressé par la notion d'agentivité, que je n'avais pas forcément rattachée à cette dimension que nous, on met du côté de la technique. Ah oui. C'est-à-dire cette prise sur le monde et qui mène à la perversion lorsque cette prise sur le monde devient la prise sur un autre. Mais je ne l'avais pas pensé du côté de l'agentivité et je trouvais que la progression que tu fais entre être projeté dans le monde, puis avoir une intention sur ce monde et une agentivité sur ce monde qui peut être et le monde extérieur et soi-même, son corps propre. Puis ensuite cette dimension éthique où on voit la question de la responsabilité, du juste, de l'injuste,
et comment c'est lié aux souffrances psychiques. Et puis cette dimension du soi qui prend position, mais pas indépendamment des trois autres dimensions. Et ça, je trouve ça très, très intéressant de pouvoir remettre ça dans cette dynamique. Enfin, pour moi, c'était super éclairant. Pourtant, j'ai souvent entendu d'autres parler de ces quatre d'anthropopsychiatrie, mais là, j'ai trouvé cet exposé très, 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 très éclairant pour moi. Et je m'arrête là et je donne la parole aux collègues qui ont certainement plein de questions et de choses à commenter. Je vais remettre les... Juste avec la notion d'agentivité, je me suis avancée avec un concept que je ne connais pas bien. Tu sais, c'est peut-être pas tout à fait le bon, hein. Je voulais dire la position d'auteur. Je ne sais pas si c'est le juste terme à discuter. Ouais. Parce que c'est pas un terme que Scott utilisait, ça. Non, euh, non, 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 non. Il vient plutôt de philosophie et de courants philosophiques, enfin, j'allais dire plus actuel, parce qu'on entend pas mal ce concept aujourd'hui un peu avancé. Donc je me demandais Oui, comment tu faisais le oui. lien entre cette dimension de technique et puis l'agentivité. Mhm, mhm, oui. Alors moi c'est plutôt à Ricoeur que je me référais là, mais je te dis, j'ai avancé le concept d'agentivité peut-être un peu vite. Il faudrait que j'approfondisse la question. En tout cas, moi, ça m'a intéressé comme ça de l'entendre comme ça ouvre des trucs. Ouais. Oui. Mhm. Ok. Donc, je vais remettre une petite mosaïque. Voilà. Comme ça, on voit tout le monde. Alors, qui souhaiterait faire un commentaire ou poser une question à Michel après cet exposé? Ah, c'est c'est plus une réaction voilà, un peu en lien avec ce qu'on cherche aussi à développer par rapport à ce colloque, à ce RISI qui se tiendra en août 2027 dont Serge a parlé tout à l'heure. Mais finalement, quand on parle on peut peut-être élargir cette question du travail thérapeutique. Quand tu nous invites à, voilà, que tu soutiens les patients à trouver leur place dans le monde, euh, dans le rapport à eux-mêmes, avec l'autre et dans le monde qui les entoure. Et ce rapport de jeu, en tout cas, avec ce qui s'impose à eux, avec ce qui leur arrive, et, et qu'ils parviennent à faire quelque chose de ce qui leur arrive de singulier, on voit que finalement, ça répond à cette question de, de ce qui soutient notre humanisation, Oui, humanité. oui, Ça dépasse probablement le champ seulement, on pourrait dire, thérapeutique. Qu'est-ce qui contribue? On pourrait se poser la question comme ça aussi. Qu'est-ce qui contribue dans nos différents, dans nos familles, dans nos groupes, dans les différentes institutions qu'on fréquente, les, voilà, les différentes sociétés auxquelles on participe, à ce qui vient effectivement soutenir la possibilité de prendre une place et de trouver une place avec laquelle un jeu est possible, c'est-à-dire où on n'est pas complètement attrapé par les choses qui s'imposent à nous, quoi. Voilà. Je me disais finalement, voilà, je sais pas comment, c'est un peu et oui, tout le travail préalable, en fait, aussi, ce que tu soulignais, il me semble, parce qu'on voit bien qu'il y a tout un développement, c'est-à-dire, en fait, il y a tout un travail préalable à réaliser pour permettre à la personne de prendre place et de façon singulière. oui, C'est-à-dire de raisonner, de vibrer avec l'autre, d'entrer en résonance avec l'autre, de lui rendre raison, c'est-à-dire de le légitimer
et de trouver en effet ce qui est juste. C'est tout, c'est comme si en effet tu disais, voilà, pour pouvoir faire euh, ce, ce travail, il faut aussi en passer par des étapes préalables parce que sinon on risque, en fait, on peut pas trouver sa place dans le monde sans tout on pourrait, oui, cette préparation, en tout cas ce travail nécessaire, quoi. Oui, Voilà. oui, oui. Et puis c'est tout un travail d'équipe, hein, ça j'en ai pas parlé, mais il faut une équipe pour faire tout ce travail. Parce que c'est toujours à la fois le travail sur la dimension psychique, mais sur la personne avec, enfin, le dit patient, mais c'est quand même aussi tout un travail sur le monde, hein, euh, pour aider les personnes à retrouver des dignités, une dignité bafouée. Et il faut agir au niveau de l'ambiance, mais de l'ambiance du monde dans lequel ils sont. Je parlais du monde autour. Il faut aussi agir avec le monde autour. Euh, enfin, c'est des questions aussi sommaires que veiller veiller à ce qu'ils aient un logement digne, hein. Alors, tu posais la question, où est la limite du thérapeutique, hein? Enfin, qu'est-ce qui est thérapeutique? Moi, j'ai plutôt une compréhension large des- et peu technique. C'est tout ce qui contribue à restaurer, à soigner la dignité contribue à la démarche thérapeutique. Alors, moi, des fois, il y a des collègues qui me disent, oh, mais tu fais l'assistante sociale justement en m'occupant que les gens aient un appartement et les accompagner à la LAVI. La LAVI, c'est la loi sur l'aide aux victimes d'infractions. Faire tout ce réseau de collaboration qui permet de restaurer quelque chose de la dignité des personnes, c'est pour moi indispensable. Mais ça va avec une compréhension large du thérapeutique, si j'ose dire. Mhm. Ouais, Tu sais, l'exemple de la juge est magnifique. C'est-à-dire que ce qui la sort du délire Oui, psy, oui. c'est un dialogue avec un magistrat qui essaye de comprendre ce qui lui arrive et qui Mhm. va avoir une interaction tout à fait ajustée à ce qui Oui, se passe. Et oui, stopper le délire, enfin, c'est oui, magnifique comme. Ouais. oui, oui, c'est tellement parlant que c'est ça qu'il faut. Alors, aussi les médicaments, moi je trouve que c'est important aussi, l'aspect biologique, mais enfin l'aspect de rencontre et qui traverse les professions. Enfin, là, c'est une parole qui soigne. Hmm. Mhm. et c'est là que pour moi, oui, on voit bien tous les enjeux donc, anthropologiques et puis donc, aussi politiques derrière, parce que on pourrait dire l'exemple de la juge, comme dit Serge, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que ça, cette parole-là, ça la reconnecte, elle cesse de délirer, il y a quelque chose de juste et tu mets presque, on va dire, c'est pas du tout en balance, hein, mais il y a la façon dont un thérapeute officiel vient abuser et répéter la scène traumatique en abusant de la patiente. Voilà. Donc, là où on pourrait penser qu'il y a du thérapeutique, il n'y en a pas du tout. Là où on pourrait penser qu'il n'y en a pas, il y en a. Euh, et finalement, voilà, quand les collègues te disent oui, tu fais l'assistante sociale parce que tu vas accompagner un patient en effet à ce qu'il puisse être logé dans des conditions décentes, il y a un travail d'humanisation qui est fondamental et qui dépasse en effet les catégories du thérapeutique, du judiciaire, du social, du psychiatrique Mhm. euh, dans lesquelles qui sont des catégories qui finalement, parfois, on voit bien, dans tes exemples, nous découpent, Oui. découpent l'humain en morceaux, comme si on avait des parts sociales, psychiatriques, je sais pas quoi, judiciaires, etc. Alors qu'il s'agit finalement de choses qui sont beaucoup plus, je sais pas comment dire, beaucoup plus fondamentales que ça, quoi, et beaucoup plus, presque beaucoup plus simples aussi. Mhm. Oui, puis ça lance la question, qu'est-ce qui soigne les blessures humaines? C'est la question du thérapeutique. Qu'est-ce qui... Ouais. Mhm. Ouais, Et c'est qui n'est pas réservé aux thérapeutes. Voilà. Non. À ce qu'on exact. appelle le thérapeutique. Enfin, tu vois, je trouve que parce que derrière ce que tu nous racontes, ça remet en question finalement, l'air de rien, beaucoup de façons de faire, en fait, hein, dans la façon qu'on a d'envisager ce qu'on appelle les soins, etc. Est-ce Je que je sens peux sortir peut-être du bureau? Est-ce que j'en sors pas? Voilà, par exemple.
Oui, Vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. C'est-à-dire, en fait, le fait de dire simplement blessure humaine, immédiatement, tu viens convoquer l'anthropologie. oui, uhum, oui. Et, Mhm, et donc, il y a, enfin, comment dire, on voit bien au travers des cas que tu as déployés, et puis et effectivement, à partir de Zondi et de Scott, euh, qu'il y a quelque chose de profondément anthropologique dans cette façon de concevoir ce qui fait souffrance mhm. et ce qui peut faire soin. Oui. Évidemment, ça vient éclater les catégories, comment on va dire, qui sont des découpages historiques, en fait. C'est-à-dire de penser le soin comme on le pense dans toutes les sociétés humaines, les blessures, les folies, etc., ne se traitent pas de la même manière, etc. Donc il y a quelque chose de, de- qui est historique et on va dire ethnologique pour le coup, mais là on est dans une dimension qui est proprement anthropologique, au sens de on vient attraper quelque chose de dimension universelle et qui Mhm, vient rebousculer notre façon actuelle d'envisager les soins, dont on peut s'interroger des dérives, de certaines dérives du soin actuel, enfin, qui est voilà, sur la fragmentation des objets, sur la hyperspécialisation, la perte de vue du sujet dans sa globalité, dans son histoire, son contexte, enfin bon, etc., etc. C'est mhm. pour ça qu'il y a aussi une dimension qui est une dimension importante qu'on souhaite aussi mettre en avant pour Cerisy. Là, je vais rejoindre Antoine. C'est que à penser la question de cette conjonction forte, une affirmation forte de la dimension clinique et de son ancrage anthropologique, on vient aussi porter quelque chose d'un point de vue de enfin, politique, au sens de comment aujourd'hui on prend en compte et comment on vient penser le soin. Des organisations sociales, judiciaires, médicales, psychiatriques, etc. Bon, donc cet exposé est tout à fait réjouissant de ce point de vue-là. Ouais. Et qu'est-ce qui, dans nos sociétés, blesse, hein? Oui, eh ben oui. Ah oui. Bah, le mauvais jeu de mots, c'était que à vouloir catégoriser comme ça, qu'est-ce qui est le thérapeutique qui serait soignant et puis le judiciaire qui serait maltraitant. Là, dans cet exemple, on voit bien que ça nous abuse, en fait, de penser les choses comme ça. Mhm, mhm. Ok, peut-être il y a d'autres remarques, commentaires sur cet exposé. Qui a levé, Jean Lassègue qui a levé la main. Oui, donc, alors, je ne suis pas du tout familier avec euh, ce- votre démarche, ni dans le vocabulaire, même si on partage le fait d'être philosophe, vous et moi. Mhm. Euh, je me posais juste une question euh, par rapport à la façon dont l'exposé s'est déroulé, parce que vous avez décrit quatre dimensions, hein, liées à l'atmosphère, au sujet, la loi, bon, la différence entre le soi et l'autre. Et à partir de là, vous avez décrit quatre prises de position, projection, incorporation. Alors, je me suis posé la question, en particulier quand vous avez parlé de cet exemple de la juge. Oui. Voilà. Mhm. Quel rapport avec la loi? C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans votre exposé, donc c'était à partir de la quatrième dimension que vous développiez les quatre prises de position, projection, incorporation, refoulement, etc. Mais Mhm. je me demandais comment ces quatre prises de position avaient rapport avec les quatre dimensions dont vous aviez commencé par parler. Oui, oui, oui. C'est difficile dans le système zondien parce que la quatrième dimension travaille en sous-œuvre les trois autres. Ah oui, c'est ça. D'accord. Euh, donc, euh, euh, elle est un peu, elle est à la fois dans le système et un peu à part dans la musique. Mais non, je dirais que je n'ai développé les quatre possibilités que pour le soi. J'aurais pu le faire aussi pour le contact, hein.
parce que Zondi, dans chaque vecteur, décrit quatre positions possibles, hein. Je ne l'ai décrit que pour l'être soi, parce que je trouve que c'est quand même celui qui est le plus difficile à comprendre dans des vecteurs zondiens, cette dynamique de l'être soi. Mais j'aurais pu le faire pour le contact, hein, si j'essaye vite de mémoire de le faire rapidement. Les quatre positions, c'est d'abord être, s'attacher, tenir, euh, qui est la position, enfin, non, je vais faire simplement avec les vers. C'est s'attacher et puis tenir, persister, maintenir le lien, et puis aller chercher des nouveaux liens, et puis le quatrième, se détacher, et avec aussi oui, le détachement, hein. Donc chaque vecteur a ce quatuor de positions, hein. Alors, euh, D'accord. je, je l'ai développé pour le soi, mais est-ce qu'il y a des affinités particulières avec les autres dimensions? Avec, euh, non, je le dirais pas comme ça. Disons que ce qui est Mhm. passionnant avec Zondi, c'est que pour n'importe quelle situation clinique, on étudie les quatre dimensions. Donc le contact, même si le trouble de l'humeur est celui qui est le plus sollicité chez un patient, on va étudier comment il se positionne au niveau du contact, et quelle est la dynamique, pas la structure, la dynamique. Quelle est sa dynamique au niveau sexuel, quelle est sa dynamique au niveau paroxysmal et au niveau du soi. Alors après, il peut y avoir des affinités électives entre les positions. Zondi les décrit, hein, mais ça, je n'oserais pas m'engager maintenant. Il faudrait que je revoie dans les syndromes. Il y a des affinités électives entre, par exemple, la projection et dans le contact. Nicolas, tu peux sûrement m'aider. Euh, euh, Projection va sur... Non, mais ça, je n'oserais pas. Il faudrait que Non, j'étudie non. plus près. Voilà. Mais est-ce que Alors, ça il y répond a un juste peu si à je, votre si je peux. question? Mhm. Oui, oui, ça répond tout à fait à ma question. Et sinon, j'étais étonné du fait que dans les quatre prises de position que vous avez énumérées, il n'y en a pas une qui est identification. Enfin, alors, Oui, bon, oui. on dit, on parle peut-être pas du tout. Mais donc, je me suis demandé si ces quatre prises de position-là, il les considérait comme formant une espèce de complétude. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent s'ajouter ou Mhm. Alors, s'ajoutent? oui, il me semble que l'identification est celle qui se rattache le plus à ce qu'il appelle introjection. Je, D'accord, je pense qu'il utilise aussi le mot identification. Là, enfin, j'ai très largement simplifié, hein, mais je pense que l'identification irait dans le sens de d'accord. l'introjection. Et puis par ailleurs, on peut avoir toutes sortes de positionnements mixtes, hein, qu'il étudie l'introprojection. Mhm. J'ai pas détaillé, mais ça, c'est les quatre positions pures, si je peux dire, mais il y a encore toutes sortes de configurations plus complexes, hein. D'accord. Oui, mais il me semble, je pense, identification va avec introjection. Ouais. Mhm. Alors, je suis pas du tout le meilleur spécialiste de Zondi dans cette assistance, mais pour dire un mot là-dessus à Jean quand même, là, si on sort de Zondi, mais qu'on le pense plutôt dans une dimension plus de l'anthropologie clinique post-scottienne, euh, après Scott, on pourrait se dire que l'identification, elle participe de l'articulation de ces positions. Il y a quelque chose qui est quand même de projeter quelque chose de soi sur l'autre, puis d'introjecter quelque chose de l'autre en soi. Euh, des choses dans l'autre qu'on veut pas et puis qu'on refoule, et puis des choses en soi qu'on veut pas qui ne correspondent pas par rapport à l'autre et qu'on va nier, etc. Et donc, j'ai l'impression que la question de l'identification est une question d'un niveau complexe, alors que là, on est sur des mécanismes basiques, enfin, basales, je ne sais pas comment il faut dire, et que la question de l'identification est quand même une combinaison, une articulation de ces positions-là. Bon, mais je ne suis pas un spécialiste. D'accord. Mhm.
D'autres... Jean, je ne sais pas si Jean avait, sur la question du juge par rapport à la loi, est-ce que est-ce que Oui, Michel a répondu à cette question? oui, Oui. oui, 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 Ben, ça dit bien le truc, c'est-à-dire que l'exemple que... Parce qu'à chaque fois, Michel, tu fais des jonctions, c'est-à-dire tu utilises la vignette pour illustrer une dimension et qui sert d'introduction à la dimension suivante. Et Oui. donc, tu nous montres bien que tout ça est intriqué, qu'il n'y a pas une pure position qui serait dans telle catégorie de manifestation psychopatho, de vecteur pulsionnel, mais que tout ça est en continuité, en mouvement, en dynamique. Et ça, c'était intéressant. Mais il me semble que la question du juge qui fait déconnexion du côté du délire, donc d'une position psychotisante, elle vient nous dire que la dimension éthique travaille dans la question de la psychose. C'est pas, il n'y a pas d'un côté le rapport soi-autre, et puis de l'autre la question qui serait qu'est-ce qui médiatise mon rapport à l'autre, des normes, des valeurs, des lois, des interdits, des souhaitables, des habitus, etc. Enfin, qu'est-ce que le social vient me dire de comment je dois être avec l'autre, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste et tout ça. Mais que ça fonctionne dans toutes les positions et que dans la question de la psychose, la question de l'éthique a une fonction tout à fait importante, quoi. Oui, 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 oui. Mhm. Oui, et chez Chiara, je dirais qu'il y a une dominante paroxysmale, hein. Et elle n'a fait qu'un seul moment psychotique. Mais effectivement, euh, voilà, j'ai perdu mon idée. Donc, paroxysmal, pour ceux qui ne sauraient pas, on est dans la dimension éthique et donc dans la catégorie psychopathologique névrose, pour Oui. resituer. Mhm. Mhm. Au cas où on n'a pas le schéma en tête. Oui. Alors, c'est pas tous les patients en fonctionnement psychotique qui pourraient sortir aussi facilement qu'elle, si j'ose dire, hein. Elle n'a pas, enfin, elle a pas une problématique psychotique massive. Elle a eu des moments de décompensation, mais c'est pas, je dirais, c'est pas sa problématique centrale. Sa problématique centrale à Chiara, c'est paroxysmal, à mon avis. Mhm. Mhm. Oui, mais on pourrait se demander qu'est-ce qui se passerait pour Chiara si elle tombe sur une juge qui ne l'entend pas, qui ne comprend pas, Oui, oui. et qu'elle se maintient dans le délire, qu'elle repart à l'hôpital, qu'on lui donne des neuroleptiques un peu forts, que son niveau émotionnel commence à s'émousser, qu'au niveau cognitif, elle est ralentie, que sa vie sociale se réduit. Oui, oui. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver avec un patient chronique psychotique à la sortie Enfin, je fais un peu de psychiatrie fiction, mais... Non, mais je suis Ouais. entièrement d'accord. Tu as raison. Tu as raison. Euh, euh, elle aurait pu avoir une destinée. Enfin, elle aurait pu aussi. Elle était toxicomane aussi, hein, tout un temps, hein, donc, elle aurait pu avoir une destinée beaucoup plus tragique si. D'ailleurs, elle parle toujours de l'importance des rencontres dans son histoire, hein. Il y a eu quelques rencontres, dont cette juge, qui lui ont permis de s'en sortir suffisamment bien, hein, tout en gardant une vulnérabilité importante, mais oui, d'avoir une dignité, hein. Elle est un soutien précieux pour sa famille aussi. Mhm, mhm. Allez, Euh, Oui. Oui, moi j'aurais une question à Jean Lassègue, puisqu'on a le privilège de l'avoir ce soir comme représentant et protagoniste de l'anthropologie sémiotique. Au fond, en entendant le discours de Michel Génard sur l'anthropopsychiatrie, qu'elle peut-être, Serge avait déjà un petit peu sensibilisé Jean, mais au fond, en entendant ce discours, est-ce qu'il y a un point où l'anthropologue sémioticien résonne particulièrement? Et quand je dis résonne, je veux dire aussi bien quelque chose qui fait convergence avec l'anthropologie sémiotique, et puis un point où l'anthropologue sémioticien se dit, tiens, ça c'est vrai, c'est un point qui mérite d'être pris parce que peut-être ça nous interpelle comme anthropologue sémioticien. Donc dans les deux sens. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que dans les, euh,
dans la dimension du contact, le contact et les autres dimensions, c'est-à-dire que on aurait tendance à finalement réduire la question du contact, s'en tenir à des questions de langue et ce genre de choses. Et c'est pas du tout ce que vous avez montré, au contraire. Donc, vous avez montré que la construction du sens se fait à partir de choses qui sont à peine verbalisées. Et donc ça, je trouve que c'est important de le souligner. Là, moi, ça me parle, effectivement. C'est-à-dire que on a trop tendance, finalement, à croire que le sens, finalement, se trouve dans la langue. Non, et là, on voit bien, au contraire, combien le corps est de la partie, et donc il y a plusieurs systèmes qui se coordonnent ou ne se coordonnent pas pour réussir voilà, à produire une élaboration à peu près, euh, comment dire, enfin, qui permettent aux patients que vous avez reçus d'avoir une certaine stabilité dans leur vie. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Le fait que on, on fasse intervenir toutes sortes de dimensions dans cette construction, y compris des dimensions extrêmement abstraites. Dans le cas du juge, ça implique une cour de justice, toutes sortes d'institutions tout à fait complexes, et qui jouent là, dans ce cas-là, enfin, c'est presque miraculeux, votre exemple, hein, de Mm. faire sortir quelqu'un d'une crise de délire en lui, finalement, en le reconnaissant dans sa souffrance et en lui disant, bah, on va vous aider, ayez confiance, on va vous aider. C'est tout à fait étonnant. Donc là, je trouve que ça me parle, le fait qu'il y ait toutes ces dimensions qui s'articulent ou ne s'articulent pas, et c'est finalement ça votre métier, hein, de répondre à cette désarticulation des sujets pour les remettre en phase finalement avec une certaine atmosphère et une certaine histoire. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que je posais des questions sur euh, l'aspect, la complétude de des dimensions, de savoir comment elles s'articulaient, si c'était à partir de la quatrième qu'on pouvait élaborer les prises de position, ce genre de choses. C'est-à-dire que la chose qui m'intéresse là, c'est bien effectivement l'articulation de tout ça. Mais vous avez répondu en disant que cette quatrième dimension, finalement, elle n'a pas le même statut et elle est présente dans les autres. Voilà. Donc c'est toujours une question, quand on parle de sémiotique, la question est toujours celle à la fois de l'unité et de la cohérence du sens et sa diversification. Voilà. Donc comment on arrive à mener ça de front. Et, et en l'occurrence, bon, bah, au moins il y a quatre dimensions voilà, qu'on arrive à isoler et à tenter de faire jouer les unes avec les autres. Voilà. Donc la chose peut-être, oui, qui m'intéresse là, c'est l'espèce de alors, donc, là, vous en avez parlé aussi, c'est de la dynamique de tout ça, c'est-à-dire le fait qu'elles ne sont pas du tout figées et que ce à quoi on a affaire, c'est une possible désintrication par moment, qui peut aussi mener simplement à une diversification, c'est-à-dire à quelque chose qui n'est pas du tout pathologique, hein. Mais Mhm. on ne réduit pas à une seule dimension, on en a toujours quatre. Bon, Oui. voilà. Bon, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on reprend le terme de dimension, nous, on vit en trois dimensions, voilà, et Ah que oui. Zoé semble en mettre une quatrième, et en même temps une quatrième qui est présente dans toutes les autres. Alors, ça aussi, je trouve que c'est intéressant comme modèle mental, en quelque sorte. Euh, Ça m'évoque un peu, Jean, la question chez Cassirer de la place du langage par rapport aux autres formes symboliques. Bien sûr, oui, oui, c'est à ça que je pensais moi aussi. C'est-à-dire, est-ce que effectivement c'est la dimension fondamentale ou est-ce que ça ne l'est pas? Et si ça ne l'est pas, comment elle s'articule aux autres? Enfin là, il y a déjà une réponse.
C'est-à-dire que peut-être de façon plus fondamentale, il y a la question du contact. La possibilité d'un contact qui soit, oui, sur lequel on peut élaborer ou au contraire qui reste engrainé en soi et qui est source de malheur, d'un profond malheur chez les patients auxquels vous avez affaire. Voilà, c'est un peu comme ça que je réagis. Alors, je ne sais pas si Oui. c'est simplement en tant que sémioticien, enfin, il y a sûrement des gens qui sont plus sémioticiens que moi, mais voilà. Ok, je crois que Jean-Claude Cantel voulait intervenir. Merci d'être présent, Jean-Claude Cantel. On est très honoré également de votre présence ce soir et c'est c'est très chouette. Mm. En plus, ouais, je me permets, parce qu'en plus, on a la chance de te voir avant de te retrouver au séminaire d'octobre. C'est le prochain, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, alors bonsoir à tous. C'est la première fois que j'assiste à ces séminaires, donc je suis très intéressé. J'écoute, ça me passionne. Je voudrais d'abord dire que moi, l'exposé, je l'ai trouvé tout à fait remarquable, hein. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, pas du tout, on ne se connaît pas d'ailleurs, mais vraiment c'était très clair, parce que moi, je connais très mal, en fait. C'est les quatre, on dit les vecteurs, hein, c'est ça, les quatre vecteurs, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein. Zondi dit vecteur, oui. Oui. Et Scott disait aussi, non? Oui. Oui. C'est ça, oui. Donc, euh, moi, si je puis dire, je fréquente beaucoup de personnes qui ont été formées par Scott, qui sont venues à Gagne-Pain aussi. Et puis, il y a eu tout le rapport Gagne-Pain-Scott. Ça, c'est une autre histoire, puis on en parlera peut-être la fois prochaine, mais euh, finalement, je connais très mal le système de Scott, même si... Et là, votre exposé, je l'ai trouvé très clair, hein. Puis alors, en plus, agrémenté de vignettes cliniques, c'était parfait, je trouve, quoi. Le- bon, Merci. il y a beaucoup de questions, moi, que j'aurais, mais enfin, j'en aurais deux d'abord sur le modèle de Zandy et Scott, hein. On va dire de Scott, parce que c'est Scott qu'on a refait quelque chose quand même, hein, véritablement. Euh, la première question que j'aurais, c'est ces quatre vecteurs-là, ils s'inscrivent quand même dans une forme de progression, non? Oui. Oui. Ah, puisque finalement, le dernier, alors je ne sais pas comment il faut dire ça, mais je ne sais pas si c'est une progression, mais l'espèce d'enchâssement. Enfin, le dernier, c'est quand même l'épanouissement de l'être, en quelque sorte, non? Oui. Je ne sais pas si... Oui, oui, et disons que ce qui a été développé par Scott et l'école de Louvain, c'est qui est déjà ébauché chez Zondi, c'est de à l'intérieur de chaque vecteur, de repérer une dynamique d'humanisation, hein. Alors moi, je les ai cités pour l'être soit dans le sens de cette dynamique, mais il y a ça dans le vecteur du contact. Dans le vecteur paroxysmal, c'est peut-être plus parlant aussi. Dans le vecteur paroxysmal, la position la plus élémentaire, c'est la position de la colère, et de la haine, hein, qui est ouais, la plus élémentaire, qui se transforme dans le paroxysmal, ça c'est E-, ça va vers HY+, c'est l'envie le besoin d'être apprécié, d'être reconnu, hein. Et puis de là, ça c'est la deuxième position. La troisième, c'est quelque chose de l'ordre de la pudeur, le fait euh, de HY-, qui peut aussi aller avec se cacher, mais surtout, si je le dis un peu simplement, arrêter de faire le malin, arrêter de se vanter, etc. Et puis la quatrième position qui est la plus élaborée, c'est la position du plus, c'est faire la paix, faire c'est la position de la sollicitude, hein, et de la résolution
de la résolution pour la paix, si je peux dire, hein, non à la violence. Et ça, dans chaque vecteur, il y a ce chemin intérieur, hein, c'est les papillons, enfin, ça a la forme d'un papillon. Je peux vous montrer non, non, je ne vais pas le montrer parce que je l'ai pour chaque vecteur, c'est un peu long. Mais ce qui fait qu'ils ont développé à l'école de Louvain euh, une forme d'existence de la plus élémentaire, parce qu'il y a un peu un jugement de valeur, enfin de la moins développée à la plus humanisée, hein. Et la plus humanisée, c'est justement la position au niveau du contact. Étonnamment, c'est plutôt le détachement, hein. La position est moins, donc oui, détachement, disons, se défaire se défaire du groupe aussi, se défaire du ah bon, détachement. Dans le sexuel, c'est le H+, si je me rappelle bien. Nicolas, tu me corriges, hein, c'est la tendresse Oui. vis-à-vis de l'humanité, La tendresse, oui. oui, mais tourner la tendresse vis-à-vis de l'humanité, euh, H-, pas- alors, oui. oui, oui, H-. Et H-. puis le E+, donc la position de faire la paix. Et dans le moi, c'est le moi qui prend conscience, qui assume la responsabilité, hein. Et peut-être on pourrait se faire un lien avec Gagne-Pain sur le fait que cette quatrième, c'est la personne en fait. Oui, ce serait plus proche, si j'ai bien compris, oui, sûrement, oui. Oui, oui. Et Donc j'entendais. est-ce que chez Gagne-Pain, c'est aussi une position qui serait récapitulatrice ou qui serait aboutissement ou épanouissement par rapport aux autres, Hein? rationalité? Ah, Non, non, on ne trouvera pas ça, parce qu'il y a, ouais, il y a une espèce enfin, il y a une forme d'égalité. Enfin, parle de plans, gagne-pain, hein, c'est pas des vecteurs, c'est des plans. Bon, on verra ça la fois prochaine, hein. Mais ces plans-là sont équivalents. Enfin, ils sont de même niveau, en fait. C'est nous qui pouvons leur donner plus ou moins d'importance selon l'intérêt ou selon la situation clinique, tout simplement, à laquelle on se trouve confronté. Non, il n'y a pas il y a pas cette évolution-là. Mais enfin, je comprends quand même que le système de Zondi, il est compliqué, celui de Gagne-Pain aussi, hein. Bon, il est compliqué et c'est une tentative de mise en ordre. C'est ça qu'ils ont en commun, Gagne-Pain et puis Scott, de mettre en ordre pour mieux comprendre du point de vue psychiatrique et psychopathologique ce à quoi on a affaire. Mais effectivement, il faut du temps sûrement pour, pour, euh, pour bien le connaître, comme il en faut pour connaître ceci, le système de Galipa. Ces deux-là se sont rencontrés sur certaines formes de malentendus. Peut-être qu'on pourra en parler la fois prochaine, mais parce qu'ils se sont retrouvés sur la notion de quatre, sur les quatre, puisque ben, là, il y a les quatre dimensions anthropologiques, les quatre vecteurs. Et puis chez Gagne-Pain, il y a quatre plans. Donc ils se sont rencontrés là-dessus. C'est assez surprenant. Et pourtant, ils ont réussi à faire des choses ensemble et ils se sont influencés l'un et l'autre d'ailleurs. Alors, je reviens à mon autre question. Si votre réponse était très claire, je trouvais. Ah oui, ben, il me semble qu'effectivement, là, du coup, moi je ne suis pas un spécialiste, mais la notion d'agentivité, pourquoi pas, puisque vous parliez de la puissance d'être. C'est un peu ça qu'on vise aujourd'hui, il me semble, hein, avec la notion d'agentivité, hein. Mhm. Et là, ça aussi, du côté des sociologues qui en parlent beaucoup, c'est aussi l'empowerment, là, dont on nous parle Oui, beaucoup. oui, On fait des choses. Enfin, au départ, c'est quand même ça, l'empowerment, aussi cette puissance d'être, hein. oui, Donc, je pense oui, que vous auriez raison, mais je ne crois pas que ce soit un terme je crois que c'est un terme assez récent, il me semble. Enfin, philosophiquement, je ne sais pas, je ne connais pas. Ben, ça passe par Ricoeur, effectivement, au Il Canada. faut en parler comme ça. Ouais. C'est-à-dire que Ricoeur parlait du développement du pouvoir d'être soi, en fait. Ouais, c'est ça. Il y avait quatre dimensions, dont effectivement le pouvoir d'agir. Et les Canadiens, les Québécois ont repris ça des Américains qui étaient l'empowerment. Et ils en D'accord. ont fait le développement du pouvoir d'agir qui est... Aujourd'hui, on fait beaucoup de l'empowerment
quelque chose de très différent du sens que ça a à l'origine, d'ailleurs. Bon, enfin, ça, c'est un autre problème. Mais, euh, alors, ma deuxième question, c'était celle-là, mais j'ai déjà, enfin, je crois, saisi une partie. Donc, ces quatre dimensions-là euh, ont, comment dire, on voit aussi à des situations cliniques différentes ou à des modalités cliniques différentes, puisque vous parliez pour la quatrième donc de la psychose liée à l'être, la dimension de l'être, hein. Et pour le troisième, c'est la névrose, vous disiez tout à l'heure. Le premier, c'est l'humeur, non, c'est ça? Oui, c'est les troubles de l'humeur, le premier. Les troubles de l'humeur et puis tous ceux qui sont pas forcément catégorisés comme des troubles de l'humeur, mais que Zondi et Scott rattachent aux troubles de l'humeur, que sont justement, à mon avis aussi, l'hyperactivité, hein, l'hypomanie, et puis toutes les dépendances, qui est un champ quand même énorme, hein, le champ des dépendances. Euh, que ce soit l'alcool, la drogue, etc. Donc, et puis aussi, enfin, tous ces troubles en clinique générale, enfin, en médecine générale, qui ont affaire à ce mal-être, notamment trop manger, hein. C'est si difficile pour les médecins traitants alors que c'est rationnellement, tout le monde sait qu'il faut manger pas trop gras et manger pas trop de sucre, etc. Mais ça touche à ce mal-d'être-là, quoi. Euh, à mon avis. Alors, c'est pas des troubles de l'humeur au sens d'une dépression grave, mais ça touche quand même à ce mal-être que les gens tentent de soigner de toutes sortes de façons, hein, pour cette première dimension. La deuxième, au niveau clinique, alors bon, c'est le registre étroit des perversions au sens strict, si j'ose Non, dire, pas bien mais sûr. j'ai essayé de montrer que c'est quand même aussi le champ beaucoup plus large de toutes les maltraitances institutionnelles, etc., hein, qui sont moins cristallisées, mais enfin qui font partie de la vie quotidienne. Et puis le troisième, effectivement, c'est les affections paroxysmales, c'est les maladies à crise, hein. C'est ce qui me semble important. Alors, ça peut être le champ de la névrose, mais je trouve plus parlant cette définition des maladies à crise et des maladies qui mettent en jeu des conflits internes entre, typiquement, entre vouloir bien faire, vouloir bien paraître, et puis en même temps, bon, je donne un exemple simple. Une dame qui va à un souper de boîte, elle s'est fait harceler par son patron depuis plusieurs mois. Elle n'a pas du tout envie de manger, elle n'a pas du tout envie d'être là, mais elle doit être là, et elle y va, et puis elle mange, elle partage le repas, et puis après, elle ne peut pas s'empêcher de vomir de toute son âme, hein. C'est pour moi un symptôme typiquement paroxysmal. Alors, ce n'est pas une maladie paroxysmale parce que c'est l'épisode d'un jour, hein, mais c'est une affection à forme paroxysmale où à la fois elle veut bien faire, mais elle supporte pas, elle trouve injuste, et puis son corps participe. Mhm. Mais sinon, plus officiellement, c'est les phobies, les, les, les maladies anxieuses et puis les névroses. Si on définit névrose par conflit interne. Oui. Mhm. Et Ouais, alors, non, et puis la quatrième, ben, c'est les maladies du soi. Le plus typiquement quand même la schizophrénie, qui est quand même celle où le soi est le plus fracturé ou ébranlé. Alors, c'est en partie la bipolarité, mais plus typiquement quand même la schizophrénie. Mais de nouveau, toute affection en tant qu'elle vient toucher l'intégrité de la personne. Mhm. et les psychopathies, alors, qui sont chères à Oui, oui. Oui. Alors, c'est les troubles de l'humeur. les troubles de l'humeur. Oui. D'accord. Oui, oui, c'est bien. Ok. Là, Ok. là, Gagnepin doit énormément à Scott. Tout ce que Gagnepin a pu faire dans son quatrième plan, et notamment l'appel aux psychopathies, c'est de Scott qui tient ça. Il a été influencé par Scott. Ouais. Chez Oui. Gagnepin, on verra, on retrouve
aussi, ben, enfin, c'est là qu'ils ont pu se rencontrer. Enfin, on retrouve ces quatre registres là aussi, psychopathologiques. Oui, ah oui, d'accord, oui, oui. Mhm. C'est dit différemment, mais c'est travaillé différemment. C'est ça qui les a fait, je pense, se rencontrer. Parce que chez Gagne-Pain, il y a bien une mise en relation des plans de rationalité qu'il décrit avec des formes de manifestations psychopathologiques. Oui, oui, absolument. Oui. Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il fait des liens, par exemple, ouais, bon, peut-être tu le diras pas la semaine prochaine. C'est pas la semaine prochaine, c'est bon, bref. Le mois prochain. Il y Le en a mois un autre. prochain. Non, non. Mais justement, autour de la question la personne, entre la perversion et la psychose, et entre la psychopathie et la névrose. Et donc, et en fait, ça, l'approche aussi de Gagne-Pain qui met en C'est- perspective ces registres-là, bah, t'en parleras, mais du coup, c'est un peu, je fais le teaser un peu, mais ça, ça vient compléter et enrichir justement la mise en rapport des différents vecteurs pulsionnels qu'on retrouve chez Scott. Ouais, parce que, en fait, il y a cette idée. Comme tu as dit, Michel, tout à l'heure, du plus simple au plus complexe avec cette espèce d'enchâssement chronologique. Et en même temps, tout est toujours remis en jeu dans cette logique des passages d'une dimension à l'autre. ouais. Et ce qui fait qu'en fait, on n'est pas seulement dans une logique chronologique, mais aussi dans un rapport où Synchronique. l'enjeu, c'est celui des passages d'une dimension à l'autre. Et que ce qui soutient notre humanisation, c'est la possibilité de passer on pourrait dire, d'une problématique à l'autre. Là où la maladie se caractérise par une cristallisation d'une dimension anthropologique. Mhm. Et, et je trouve que voilà, ça met vraiment en lien Oui, euh, il y a quelques différences quand même de ce point de vue-là, oui, entre. Bon, on verra ça. Ouais, ouais, on en reparlera. Mais Mhm. moi, c'était surtout les questions que j'avais, moi. Oui, vraiment, j'ai trouvé l'exposé très très clair, hein. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'était vraiment une belle introduction, je trouvais. Enfin, c'est plus qu'une introduction, mais enfin, vraiment. Après, c'est bien plus complexe que ça, sans doute, vous le disiez. Sur la projection, l'incorporation, le refoulement, on verra, on pourra en parler la fois prochaine aussi. Puis mais l'identification, quand même, je prenais ça au passage parce que c'était une question là. L'identification, c'est pas que l'introjection. Chez Freud, déjà, c'est une transformation quand même, hein. L'identification, c'est quelque chose qui vous transforme, ou effectivement, ouais, qui n'est pas que simplement que prendre de l'autre, c'est prendre de l'autre pour en faire son affaire. Oui, oui. Mhm. Enfin, vous disiez que finalement, c'est pas, ça traverse les quatre registres, là, les quatre façons de répartir la puissance d'être là, que vous avez évoquées. Mhm. Mm. Je vais revoir un peu chez Zundy, mais bon, introjeter, incorporer, c'est aussi enfin, une mise en forme, hein, quand même. Oui, oui, C'est- bien sûr, oui, c'est aller prendre chez l'autre, mais incorporer, c'est. Enfin, je renvoie à Freud plutôt, c'est quand même c'est le soubassement de l'identification. C'est le modèle, en quelque sorte, même quasi physiologique, hein. Oui, oui, oui. Mhm, mhm. Ça, c'est des débats, hein. Mm. C'est intéressant, c'est un anthropologue qui vient nous mettre le bazar dans nos questions de fonctionnement psychique, donc c'est intéressant. Qu'est-ce que vous Mhm. faites de l'identification? Ah. Oui.
J'ai introduit la question. Oui, oui, je vais y penser. On a du temps hein, jusqu'au mois d'août 27. On a le temps de peaufiner nos réflexions. Il y a des élèves de Scott qui ont parlé d'identification aussi, non? Il me semble bien. Je pense qu'il y a des choses chez Scott, ouais. Ouais. Alors, parmi ceux ou celles qui ne se sont pas exprimés, y a-t-il des questions que vous regretteriez de ne pas avoir posées à Michel avant que nous interrompions cette séance jusqu'à retrouver Jean-Claude Cantel la prochaine fois? Moi, j'aurais bien voulu dire quelque chose. Allez, Ben, déjà, merci infiniment, Madame Chénart. C'était magnifique. Vraiment. Et tout votre premier développement sur le vecteur du contact, il y avait, alors je sais pas, c'était parce que vous parliez du vecteur de contact, mais il y avait une dimension poétique dans votre écriture et dans votre élocution qui était voilà, très, très sensible, quoi. Merci beaucoup. Et moi, j'aurais bien aimé vous réentendre. Alors, comme c'est enregistré, je pourrais le faire, mais à propos dans votre conclusion, vous évoquez le fait d'avoir des patients qui sont des parents Ouais, et en quoi cette quatrième dimension et la question du, du dégagement du destin contrainte vers destin liberté vous oui. paraissait aussi importante à avoir en tête euh, pour faire le travail de thérapeute. Et ça me faisait penser donc à des parents, notamment une maman auprès de qui elle me convoque pour être son thérapeute, qui est, qui est lésée du fait que son enfant de 10 ans soit placé. Elle trouve que c'est injuste. Mhm. Euh, je l'avais rencontré en tant que psychologue de pouponnière, donc là où son bébé était placé. Et Ouais, j'avais participé notamment par vecteur contact très, très, très aiguisé dans la toute petite enfance, autour de moments médiatisés, autour de sa maternalité en visite, quoi. Après avoir donné naissance, le bébé était placé. Et cette présence dans le contact, qui avait aussi été bouclée par des questions sur la quatrième dimension, où j'avais reconnu chez elle son appartenance à une ethnie du Tchad que je connaissais, et ça avait changé beaucoup de choses dans la possibilité qu'elle puisse me donner de regarder, de suivre la situation de sa dyade mère-enfant. Donc il y avait eu des choses comme ça très puissantes entre la question ethnique et la question du contact avec nourrisson. Et puis ensuite, ce bébé a vécu chez elle et sa fille jusqu'à 8 ans. Elle est devenue sa fille, elle était sa fille, mais bon, elle était séparée. Et puis là, il y a eu à nouveau le placement il y a 2 ans. Et là, la question éthique et la question technique sont centrales parce qu'elle a vraiment l'impression d'être un jouet de, de la part des services de placement, des services judiciaires, de l'aide sociale à l'enfance. Elle a l'impression que sa fille est un jouet, que sa fille est détruite, il se passe des choses tristes à l'intérieur de la famille d'accueil maintenant. Donc, j'essaye de reconnaître et de lui conserver et c'est très difficile de lui conserver cet accompagnement vers le destin liberté. Voilà, donc oui, vraiment, c'était passionnant que vous avez terminé là-dessus. J'aurais aimé bien vous réentendre approfondir ça. oui. Merci d'abord pour vos paroles, hein. Mhm. Oui, c'est une question qui me tient à cœur parce que souvent nos patients qui ont été si blessés, puis si réduits à l'impuissance, ont quelquefois la tendance vis-à-vis de leurs enfants euh, à se sentir, je vais caricaturer, hein, je vais prendre, il faudra sûrement affiner, mais quelquefois à se sentir, comment dire, à avoir le sentiment que leurs enfants leur font vivre des choses impossibles, hein, et se vivent impuissants par rapport à leurs enfants,
Chiara, par exemple, pouvait dire, qui avait, elle, une histoire archi difficile, mais sa fille aussi, hein, parce que sa fille a été aussi victime d'inceste. Enfin, c'est terrible, hein. Euh, et des fois, elle me disait, oui, ma fille, elle est insupportable, je veux plus la voir, je veux plus lui parler. Voilà. Et sans cesse, j'essayais de revenir au fait que comment est-ce qu'elle pouvait quand même comprendre un peu la souffrance de sa fille, que sa fille n'était pas si, que sa fille souffrait, hein. Et c'est sans cesse faire ce mouvement d'aller-retour, valider la souffrance de nos patients. Vraiment, ça c'est indispensable, tout à fait indispensable. Et avec toute la sympathie qu'on peut avoir aussi pour leurs origines, le contexte dans lequel ils ont grandi, ce que vous décrivez, hein, cette sorte d'affiliation avec le- leur lieu de provenance, mais aussi tenter euh, tenter de les aider à prendre conscience quand même du petit pouvoir qu'ils gardent par rapport à leurs enfants. Je prends un autre exemple. J'ai travaillé longtemps avec des groupes de patients douloureux chroniques, hein. C'était majoritairement des hommes. Et ils étaient si malheureux ils disaient bien, moi je peux plus rien, je peux plus rien faire pour mes enfants. C'était des hommes plutôt manuels, hein, qui avaient travaillé sur les chantiers et tout. Ils disaient, moi, je peux plus ramener de l'argent, je peux plus travailler, je suis rien. Alors comment je pourrais encore m'occuper des enfants, hein? Et alors on réfléchissait ensemble, mais peut-être il y a quand même des petites choses qui peuvent faire. Et là, le groupe était évidemment précis. Je me rappelle aussi, ils disaient, ils peuvent rien faire pour leurs femmes. Puis il y en avait un qui avait eu l'idée, mais quand même, moi, je cueille des fleurs sur le chemin du retour en revenant du groupe, hein. Je cueille des fleurs et je les donne à ma femme. Tu pourrais faire ça aussi. Ça, tu as encore le pouvoir d'être homme, tu vois, tu offres des fleurs à ta femme. C'était des petites choses, mais euh, vis-à-vis des enfants, comment aider nos patients, justement, qui ont été si victimes, à pas se sentir victimes de leurs enfants. Ça c'est un souci que j'ai. Alors, sans compter le fait que, comme vous dites, hein, il y a des fois, enfin non, il y a souvent des instances sociales, protection d'enfance, qui sont plus ou moins justes, plus ou moins injustes, et où il faut quelquefois les aider à se défendre aussi, hein. Enfin, la, la question là du juste et de l'injuste, elle est compliquée, hein. Ça, c'est comment faire en sorte qu'ils ne soient pas victimes des enfants sans devenir bourreaux de leurs enfants. Oui, oui, C'est oui, une sorte de corde raide sur lequel on est, on est, on est amené à marcher avec eux sur la crête. Euh, oui, oui. Mhm, mhm. ok. Ben, merci Jonas pour cette intervention chaleureuse et clinique et précise. Euh, bon, 21h02. Est-ce qu'on s'en tiendrait là, Michel? Oui. Bien. Mhm. Merci infiniment pour cette soirée avec nous, d'avoir partagé tout ça avec cette humanité. Ça va être notre truc, hein. Je crois qu'on ne l'a pas dit, mais on évolue quand même pour le titre du colloque à Cerisy vers, euh, comment c'est déjà, Antoine? Humanisation? Humain, non humain. Humain, non humain, inhumain, devenir humain. Ah oui, oui, ah oui. On est un peu accroché à ça avec Antoine. Et je trouve ton intervention ce soir exactement dans ce titre-là, quoi. Quels sont les devenir humains? Ok, eh ben écoutez, j'étais vraiment ravi qu'il y ait tout ce public qui nous a honorés ce soir. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer je sais pas comment dire, compagnonner un peu ensemble Cogiter. autour de cette préparation. Ça serait vraiment une belle aventure. Merci, en tout cas, merci pour votre accueil, vos paroles généreuses et puis toutes les commentaires et questions qui vont encore me travailler dans la suite.